Bien. Voilà, ça y est, on peut y aller. Bien, alors, donc, euh, pédagogie, interaction, numérique et transformation des espaces. Alors, dans la continuité donc, de ce que je viens de dire, évidemment, cette question, on va dire, de l'enseignement, du cours, etc., évidemment que cela doit être une de nos préoccupations donc, principales. Alors, je vais passer la parole, pour commencer, sans plus tarder, à Florence Colère, euh, donc chargée de mission à la DGCIP. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Florence Colère a conçu, coordonné l'ouvrage qui s'intitule Campus d'avenir, concevoir des espaces de formation à l'heure du numérique, donc un ouvrage publié par le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis je pense que ça va être un duo avec John Augery, donc ingénieur, chef de projet à l'UNR Paris-Île-de-France. Florence. Merci Pierre. Alors effectivement, je suis architecte à la mission expertise conseil auprès des établissements, qui est une mission placée auprès de... Okay. Ça marche. Je suis architecte à la mission expertise conseil auprès des établissements, qui est une mission qu'a créée Simone Bonafous. C'est une sorte de pool de consultants. Il y a 5 anciens présidents d'université qui conseillent les présidents selon une répartition géographique, et 5 chargés de mission qui ont des casquettes différentes en fonction de leurs compétences. Moi, j'ai la casquette immobilière. Donc, je vais vous parler avec John des aménagements d'espace et de ce guide et des enseignements qu'on peut en tirer. Guide que j'ai fait avec la MINES, la mission pour le numérique de la DGCIP, et avec notamment Radi Jadib. Donc, ce guide, il a été mis en ligne sur le site du ministère en mars dernier. Le contexte, Pierre l'avait rappelé, c'était qu'on est on a des enjeux de réhabilitation forts. 6 millions de mètres carrés à réhabiliter sur 18 millions de mètres carrés, donc c'est assez énorme. Et c'est évident qu'on ne va pas réhabiliter ces mètres carrés dans leur jus des années 60. Je dis années 60 parce que pour la majeure partie, c'est des campus construits à cette époque-là. Mais il y a des bâtiments beaucoup plus anciens, et voire des bâtiments plus récents des années 80. Mais l'enjeu est le même. Il ne faut pas qu'on rate l'évolution des pédagogies qui entraînent des nouveaux besoins d'espace. D'où ce guide. Et l'objectif de ce guide aussi, c'était qu'il soit utilisé par les présidents et leurs services, et que notamment les services des DSI, des TIS et du patrimoine travaillent ensemble pour élaborer ces campus du futur dans des bâtiments du passé. Alors le guide, il est construit... le guide a 2 parties. Une première partie qui est sur les enjeux pédagogiques et spatiaux, et une deuxième partie qui comprend 10 études de cas. Les études de cas permettent de répondre à 2 questions. Quel est le devenir de l'amphithéâtre? Quel sera l'amphithéâtre de demain? Quelle sera la salle de cours de demain, le labo? Et puis d'autres questions qui se posent. Quels sont les espaces émergents qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui? Des espaces comme les Fab Labs, comme les Learning Centers, les Living Labs, les Learning Labs. Donc tous ces espaces, on a essayé de les montrer à travers 10 cas, 6 en France, 3 en Angleterre et 1 au Portugal. Alors les enseignements de ce guide, je vais vous citer les principaux. On imagine qu'on va vers des amphithéâtres plus petits et plus interactifs, ce qui ne signifie pas la disparition totale des grands amphis. Je sais que beaucoup de présidents, voire d'enseignants, sont attachés aux cours en chair. Et effectivement, on a tous des souvenirs de cours incroyables, mais ça n'empêche que quand vous n'avez pas ces cours incroyables et qu'il n'y a plus d'interaction entre l'enseignant et l'étudiant, on peut imaginer que le cours peut se faire sous forme de MOOC, comme c'est le cas par exemple à Grenoble ou avec la PACES. Vous avez les cours qui se font les cours se font à distance, les étudiants étudient via des MOOC, et ensuite, via des 5000 heures de tutorat et 800 heures de TD, il y a un accompagnement extrêmement fort des étudiants. Donc ça veut dire que la disparition des amphis, ça entraîne quand même des besoins d'autres espaces. La séance que je vous montre, c'est la diapo. C'est un amphithéâtre à Birmingham de 96 places et qui permet une certaine interactivité dans la mesure
où vous avez une rangée sur deux qui peut pivoter. Donc dans cette configuration, l'enseignant peut alterner une présentation magistrale avec du travail en groupe, sachant que la nouvelle pédagogie appelle de plus en plus le travail en groupe. Et ce type d'amphithéâtre a l'intérêt aussi de permettre à des enseignants qui ne voudraient pas, pratiquer cette pédagogie collaborative de faire leurs cours de manière classique. Parce qu'on est dans une période hybride où toutes les pédagogies doivent pouvoir exister en même temps. La dernière version de ce type d'amphithéâtre, c'est l'amphithéâtre de City University, où là on est sur un amphithéâtre plus petit, 65 places, avec le même type de système une rangée sur deux qui pivote pour pouvoir travailler avec les étudiants de derrière. Autre enseignement tiré du guide, on va vers des nouvelles salles de cours. Ces salles de cours, elles doivent aussi accueillir de la pédagogie collaborative ou par projet. Ça veut dire qu'on va vers des salles soit très flexibles et reconfigurables grâce à du mobilier qui peut bouger, c'est ce que montre cette diapo, et avec ce qui permet une variété des configurations des dispositions d'aménagement de la salle. Ça peut être moins flexible avec des salles comme le Learning Lab à l'école centrale de Lyon, où là encore toutes chaises et tables sont mobiles. Vous avez, c'est une salle pour 20 étudiants, il y a 4 tables qui accueillent 5 étudiants chacun, et la production de chaque étudiant se retrouve sur chaque écran qui entoure l'écran central, qui est l'écran sur lequel le prof projette le contenu de son cours. Donc là, on voit un enseignement spécialement qui permet une interaction forte avec les étudiants. C'est le cas aussi, et là on n'est plus dans du mobile et du flexible, puisque là les tables sont vissées au sol, puisque les courants arrivent par le centre de la table. C'est la CELPECT de l'école d'économie d'Angers, l'ESCA, où là le prof circule entre les tables et il a la main sur le contenu des étudiants, le contenu des ordinateurs des étudiants qui est projeté sur 4 écrans qui sont autour de la salle, et lui-même peut projeter le contenu de son cours. Donc on voit que dans tous les cas de figure, on va vers des salles de cours qui permettent l'interactivité prof-étudiant, et avec une plus ou moins grande flexibilité. Ça dépend du choix des enseignants. Je fais combien? 1 minute? J'ai fait 6 minutes? Il faut que je m'arrête. Alors je vais aller beaucoup plus vite. L'émergence de salles de travail collaboratif, ça c'est très important. C'est peut-être le fait majeur, c'est que le travail de groupe, ça veut dire travailler ensemble, ça veut dire des lieux qui sont propices. Donc c'est soit comme à Strasbourg, un espace où les étudiants se réunissent à 4, 5, 6 et peuvent travailler ensemble. Et ça, je pense que dans toutes vos universités, ce sont des espaces qui vont être développés et qu'il faut imaginer mettre sur tous les endroits de flux, à la sortie des cours, dans les learning centers, dans les bibliothèques. C'est le nouvel espace. Les espaces de pluriusage d'enseignement informel, en fait, tous nos halls, et là je montre l'exemple du hall d'Assas, dont Jean-Claude parlera cet après-midi, c'est ce hall qui était dévolu au flux entrée-sortie des étudiants, il est toujours dévolu au flux, mais en plus, il permet aux étudiants, grâce à une ergonomie et un confort donné et une couverture Wi-Fi, les étudiants peuvent, sur des canapés table basse, échanger, travailler. Et en plus, à l'heure des repas, le Crous fait une offre de restauration, le salade bar, ce qui fait que cet espace est pluri-usage. Et ça, c'est quand même une grande évolution. C'est qu'on passe d'une université monofonctionnelle avec un espace, une fonction, vers des espaces qui accueillent une pluralité d'usages. Et ça va rebalayer les cartes des pratiques de nos espaces dans nos campus. Une photo sur le projet de l'école centrale de Rem-Koolhaas. Ce que nous permet aussi, ce dont parlait Pierre, c'est très important à l'heure des regroupements d'avoir une offre de qualité sur l'ensemble du territoire, et donc de faire se rapprocher des universités au sein d'une même commune. Alors l'UEB a été pionnière en la matière, puisque sur l'ensemble de son territoire, elle offre une offre de qualité grâce à un réseau
avec un équipement de haute technologie qui permet, que ce soit vers des téléamphis ou des salles de téléprésence, un enseignement très performant. On voit aussi apparaître le coworking dans les restaurants universitaires, ce qui veut dire que là aussi, des bâtiments qui avaient une seule destination et qu'on construisait pour uniquement se restaurer vont accueillir un autre usage qui est le coworking. Donc on va vers une optimisation de tous les espaces et un croisement et une fertilisation des usages. Donc ça c'est le rue... Dernier point qu'évoquait Pierre, c'était l'articulation avec le territoire. Effectivement, via les Fab Labs, on voit des lieux qui se créent, qui permettent une porosité entre l'université et la ville, dans la mesure où dans un Fab Lab, vous allez avoir à la fois des étudiants, des entreprises qui font du prototypage rapide, et puis tout citoyen qui veut y venir. Là, c'est le Fab Lab de Cergy. Et donc, ce sont des lieux qui amènent des nouvelles populations sur le campus et qui vont permettre, là aussi, des nouvelles pratiques et une vitalité des campus. C'est ce qui se passe aussi à la Cato à Lille sur une session de management de la créativité. Et pour finir, un nouveau type de programmation que je ne développerai pas, je pense que j'aurai l'occasion d'en parler cet après-midi. Merci Florence. Donc pour compléter ce qui vient d'être dit, on va faire un petit éclairage au niveau de l'international. Il s'avère que l'Université numérique Paris-Île-de-France opère une veille à l'international depuis maintenant 3 ans. J'ouvre juste une parenthèse pour vous dire d'ailleurs que cette veille à l'international se traduit notamment par le copilotage de la délégation française au congrès annuel EduCause, et il se tiendra ici même dans 15 jours pile, dans 2 semaines, la restitution du congrès EduCause de novembre dernier, de novembre 2015, restitution à laquelle vous êtes toutes et tous conviés. Il y a l'adresse à laquelle vous pouvez vous inscrire, sinon vous m'attrapez après pendant la pause. Alors cette veille à l'international se fait évidemment en corrélation avec la MIPNES. Florence évoquait Radija tout à l'heure, qui n'est pas présente ce matin, mais que je salue puisqu'elle y est grandement impliquée. Alors, sur l'international, 2 aspects que je voudrais traiter avec vous très rapidement, l'aspect outils et l'aspect exemple. Au niveau des outils, 2 choses que nous avons justement rapportées depuis maintenant 2 ans de ce fameux congrès EduCause. Le premier outil s'appelle le Learning Spaces Rating System, LSRS, vous me pardonnerez l'anglicisme. C'est un système d'évaluation qui en fait fonctionne sur la base de sections dans laquelle sont attribués des crédits sur des thématiques variées qui vont bien au-delà de l'aspect équipement unique. Il y a un aspect planning process, support opération, intégration politique dans le campus. Tout ça, ça se traduit sous la forme d'un formulaire en fait dans lequel vous allez intégrer le fait que votre learning space ou votre espace innovant soit équipé ou non de tel aspect, soit intégré dans la politique de l'établissement, et qui à la fin va vous donner une note chiffrée. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, en tout état de cause. Le retour qu'on a eu de la part de nos collègues nord-américains qui utilisent déjà cet outil-là, c'est que ça peut être un portage très intéressant au moment des arbitrages financiers. Donc système de notation LSRS. On est en train de l'adapter au contexte français, ça devrait être terminé d'ici quelques semaines. On est en train de travailler avec EduCause là-dessus. Deuxième outil, c'est une base de données qui s'appelle Flex. Alors c'est une base de données communautaire, c'est une base de données qui pour l'instant est très nord-américano-centrée, USA, Canada, dans laquelle en fait vous allez retrouver une myriade de réalisations autour des espaces innovants, alors sur des typologies de salles qui sont très très diverses. Là par exemple je vous montre une recherche autour d'un amphi qui a été rénové dans l'Iowa, et donc vous avez à disposition au travers de cette base de données des photos de très bonne qualité et un descriptif technique très précis, très très pointu sur ce qui a été mis en œuvre à l'intérieur de chacune des réalisations en question. Donc système de notation d'une part, base de données communautaire d'autre part. Là aussi, il y a des réflexions pour savoir quelle pourrait être l'implication française dans ce deuxième outil. Alors, au niveau des exemples, moi j'en ai choisi un seul, puisqu'on est sur un format assez court ce matin. Alors je l'ai choisi parce qu'en fait, il est un petit peu la synthèse de tout ce que Florence vient de vous dire. C'est un exemple qu'on a pioché, comme je vous disais, dans le cadre de la veille qu'on opère. Aujourd'hui, pour vous préciser les choses, au niveau nord-américain, on a un réseau de 7 universités qui travaillent, avec lesquelles on travaille sur ces aspects espaces innovants.
Et sur la composante japonaise, on en a une quinzaine. Et c'est justement dans ces 15 exemples japonais qu'on a pioché celui sur lequel je voudrais me focaliser pendant 1 ou 2 minutes avec vous. Il se situe à Kyoto, dans une université que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Doshisha. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? Je le disais à l'instant, déjà parce que c'est une synthèse de tout ce que Florence vient de vous expliquer, et aussi parce que c'est un exemple qui est récent. En fait, le lieu que vous allez voir a été construit en 2013. C'est récent aussi en termes de retour, puisque les photos que vous allez voir ont été prises jeudi, il y a 2 semaines. Donc, c'est vraiment d'une actualité la plus réelle, hein. C'est un lieu qui fait 2500 mètres carrés à peu près, qui a été l'objet donc d'une reconstruction totale et qui s'organise en 2 étages. Le premier étage, le voici. Alors on va un peu voyager dedans. Ils l'ont appelé Creative Commons. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots, je pense, par rapport à la licence, hein, mais en tout cas ils l'ont appelé comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de cet étage? Première chose, on va trouver un dispositif de prêt de portable pour les étudiants qui ne sont pas équipés. Ils viennent avec leur carte à puce étudiant et ils peuvent récupérer un PC dans les casiers que vous voyez là. C'est visiblement très très utilisé. On a également des écrans d'information qui se situent là. Alors c'est assez intéressant parce qu'en recto, ce sont les écrans d'info que vous avez là. En verso, ce sont des niches derrière lesquelles les étudiants peuvent travailler un petit peu au calme. On a un espace qui est très très intéressant qui se situe juste là. Alors nos collègues japonais l'ont appelé Presentation Court, mais en fait c'est quelque chose de très très versatile. C'est un espace qui vraiment est multimodal. La configuration que j'ai vue, c'était celle-ci. Il peut exister aussi en mode conférence, avec le conférencier au milieu, ou en mode de travail de groupe, tel que celui-ci. Donc moi, je l'ai vu dans cette configuration-là, et ça nous donnait ça. Donc avec des étudiants qui travaillent sur des tables mobiles et un dispositif de projection qui est multidirectionnel. Vous voyez qu'on a des projecteurs qui affichent dans les 4 coins. Donc en termes d'ergonomie pour les usagers, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Ensuite, si on continue sur cet étage-là, on va arriver à un endroit qui est vraiment plus pour le travail collaboratif au calme, qui s'appelle Group Work Area. Donc ça se situe derrière des baies vitrées de ce type-là. Et petit clin d'œil pour la coloration culturelle, certains des emplacements sont des tatamis pour travailler. Mais des tatamis que vous pouvez ouvrir, sous lesquels vous pouvez ranger vos sacs à dos et vous avez des prises de rechargement électrique. Voilà. C'est plutôt malin. Si on continue, on a ici un lieu qui vraiment a une coloration de sociabilisation. Ils ont appelé ça le Global Village, avec comme mot d'ordre interdiction de parler japonais. Toutes les langues sauf le japonais en fait. On peut manger et boire dans ce lieu-là aussi. Donc c'est un vrai lieu de vie, c'est un lieu de sociabilisation. Il s'avère que Florence me faisait la remarque quand elle a vu les photos, là les étudiants sont plutôt en train de travailler seuls. Ce jour-là, ils étaient très très, très studieux, c'est vrai. Mais par contre, ils ont possibilité de parler à haute voix, il n'y a aucun problème. Et il y a tout au long de la journée des grands écrans qui diffusent des chaînes de télé non japonaises. Là, en l'occurrence, c'était américaines et chinoises. Le but, encore une fois, c'est de sociabiliser en ne parlant pas japonais. Pour terminer sur cet étage-là, on a ici une zone qui s'appelle l'info-dinner. Alors, info-dinner, pourquoi? Parce qu'en fait, la typologie des tables reprend celle que vous avez dans ces fameux diners américains, hein. Vous connaissez certainement, qui sont en fait des tables, en l'occurrence la collaborative, avec un hub vidéo pour chacune des tables et un écran pour chacune des tables que les étudiants peuvent se partager dans le cadre d'un travail de groupe. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un zonage extrêmement concret sur cet étage-là. Si on monte d'un étage, juste encore en 1 minute, l'étage du dessus, ils l'ont appelé ce deuxième étage le Research Commons. A priori, il a une coloration plus recherche, moins travail de groupe peut-être que ce qu'on a vu à l'instant. Là-dedans, vous allez trouver un endroit dans lequel il y a des ateliers de prise en main des outils numériques toute la journée. Ils appellent ça le workshop room. C'est quelque chose de tout à fait ouvert sur le lieu. Vous voyez, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Vous rentrez, vous sortez comme vous voulez. Ça utilise le même type de mobilier qu'évoquait Florence tout à l'heure, les fameuses chaises mobiles avec les tablettes. Vous connaissez ça très bien. On a des salles, on a un alignement de 7 salles ici qui s'appelle le Group Study Rooms, dans lesquelles, pour chacune des salles, vous allez avoir ce type d'aménagement. Donc ça ressemble un petit peu à des salles de réunion. C'est fermé derrière des baies vitrées. Vous avez un écran plasma, vous avez un whiteboard et vous avez
cet ustensile-là sur la gauche qui est assez intéressant. Moi, je vous avoue que je l'avais jamais vu. En fait, c'est un whiteboard sur lequel vous écrivez avec le marqueur et ensuite la barre que vous avez sur la gauche, c'est un scanner qui va passer sur l'écran et récupérer, numériser ce que vous avez fait au marqueur et vous le sort sur une carte SD. Donc vraiment des utilisations en termes d'écran qui sont tout à fait multimodales. Pour terminer sur cet exemple-là, c'est vraiment un lieu de vie. Donc on a également ici une zone qui est un centre d'impression pour les étudiants. Je ne vous ai pas montré le fait qu'il y avait des distributeurs de boissons et de nourriture un petit peu partout. Hein. On a un labo de langue qui est juste là. Donc labo de langue classique, hein, avec les différents types de supports que vous pouvez utiliser, que vous connaissez très bien. Et on a cette salle qui est juste là, qui s'appelle l'Academic Support Area, où en fait là c'est un lieu de rendez-vous entre les étudiants et des tuteurs thématiques, c'est-à-dire qu'ils savent par exemple que le jeudi après-midi entre 2h et 4h c'est les tuteurs de biologie qui sont là, donc ils peuvent interagir dans le cadre d'un support pédagogique. Au-delà du travail de groupe sensu stricto. Et dernier emplacement de cet étage-là, il est ici, vous n'allez pas être surpris, c'est un studio de captation pour les MOOC, avec tout l'équipement fond vert et équipement vidéo pour la captation vidéo des MOOC. Voilà, donc un lieu qui vraiment, je dirais, synthétise un petit peu tout ce que tu disais, Florence, tout à l'heure, en un seul emplacement. Encore une fois, c'est un lieu de vie chez eux. Alors, les perspectives qu'on peut donner à tout ça pour terminer... alors, Florence et moi, on s'est accordé très rapidement pour nous dire qu'il y a vraiment cette interaction entre l'aménagement et l'équipement qui est une chose, mais aussi le développement des pratiques innovantes. Si tu veux dire un mot là-dessus, Florence ? Oui, la suite du travail qui a été fait avec le guide, ça va être l'élaboration d'une plateforme collaborative d'espaces et de services innovants. Et l'idée, ça sera de demander à toutes les universités, donc vous allez être tout à fait concernés, d'alimenter cette base de données qui ne sera pas simplement un moyen, un outil d'aide à la conception pour ceux qui veulent créer des nouveaux espaces via un benchmark à la fois étranger et international, parce qu'elle sera alimentée avec des exemples internationaux, mais ça sera aussi un moyen, un outil pédagogique dans la mesure où on imagine qu'il y aura des tutoriels ou des MOOC pour apprendre à faire comment on fait ce type d'espace. Donc ça, c'est le prochain projet et j'aurai l'occasion de vous en parler plus longuement une autre fois. Et alors justement, dans l'alimentation de ce projet-là, je vais reprendre un exemple qui est celui que Thierry Bédon et moi connaissons au niveau de l'UNR Paris-Île-de-France. Certains d'entre vous savent qu'on a une activité de formation des personnels enseignants non enseignants assez forte. On programme 140 sessions par an, on a 2000 inscriptions à peu près, et ça s'organise autour de 7 centres de formation. Historiquement, les 6 premières semblaient à des salles telles que celle-ci, salles informatiques classiques, on les connaît tous. Par contre, le 7e qu'on a ouvert en novembre de l'année dernière, je me retourne vers Jean-Marc Meunier, qui est vice-président numérique à Paris 8, qui est donc l'université qui l'héberge pour nous. C'est une salle collaborative qu'on a ouverte comme ça. Ce qui a été assez intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que dans cette salle, qui tourne aujourd'hui à plein régime, les formations qui sont organisées, les pratiques qu'on y met en œuvre sont complètement incompatibles avec un aménagement classique. Ça s'appuie vraiment et ça tire parti de ce type d'aménagement innovant, qui se traduit là aussi dans des pratiques qui le sont tout autant en termes d'innovation. Donc c'est typiquement le genre d'exemple sur lequel on va capitaliser là en France et à l'international pour alimenter l'outil dont Florence vous parlait à l'instant. Cette plateforme collaborative, ça sera faite évidemment avec la MINES et avec Radi Jadib qui a déjà largement œuvré sur ce dossier. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour effectivement cette manière effectivement de pointer la face